Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire, quand le gouvernement provoque le blocage du pays, la police instrumentalisée par les politiciens et ce que Ken Loach dit du système britannique. Commençons par évoquer la situation sociale et politique du pays. Alors que le gouvernement semble s'acharner à faire passer en force sa loi travail contre l'avis de la majorité des Français, quitte à contourner le fonctionnement habituel de la démocratie par l'usage du 49.3 ou à instrumentaliser les policiers à des fins politiques, la mobilisation contre cette loi a pris un nouveau tournant cette semaine avec l'entrée en grève des routiers et des salariés des raffineries. Hier j'en ai fait 8 et... Vous trouvez du gasoil? On arrive à en trouver, mais c'est très dur. C'est galère, mais voilà, c'est important qu'on se batte pour ce qu'on a. La situation de blocage politique provoquée par le gouvernement semble donc conduire le pays vers une situation d'impasse. Jusque-là, le mouvement social semblait concerner principalement les étudiants et les salariés du public. Les choses sont aujourd'hui bien différentes, car contrairement à ce que prétend Manuel Valls, les salariés du privé seront parmi les premiers, et en sont conscients, à souffrir des dispositifs prévus dans la loi El Khomri. Nous pensons notamment ici à la primauté des accords d'entreprise sur les conventions collectives. Un dispositif qui pourra avoir des conséquences très concrètes sur le quotidien des gens, que ce soit en termes de niveau de revenus ou de conditions de travail, dans des secteurs à la pénibilité déjà élevée et où les employeurs se retrouveront en position de force pour tirer vers le bas le droit du travail. Le sujet de la loi travail avec les 2 points prépondérants qui sont l'inversion de la hiérarchie des normes et la facilitation des licenciements économiques ont été pris au sérieux par les salariés et aujourd'hui nous rentrons dans un mouvement de grève dur. Cette semaine, ces salariés ont donc fait entendre leur voix en organisant des barrages routiers ou en bloquant l'accès aux raffineries et aux dépôts de carburant. Malgré cela, le gouvernement semble vouloir continuer à jouer l'affrontement, quitte à provoquer des pénuries de carburant extrêmement pénalisantes pour tout le monde. Je veux d'abord dire que l'État fait preuve de la plus grande fermeté. Mais cette radicalité qui va jusqu'à s'en prendre aux permanences des élus de la République est inacceptable. Je pense que la CGT est dans une impasse et que l'impasse n'est jamais le bon chemin qu'il faut prendre. Il y a une règle simple, je voudrais la rappeler. C'est pas aux politiques de dire ce que des syndicats doivent faire. Malheureusement, aujourd'hui, la situation de blocage est la démonstration que tout passage en force, l'absence de dialogue social dans une démocratie moderne conduit à des situations comme celles que nous connaissons. Pire, en instrumentalisant l'inquiétude légitime de nombreux Français vis-à-vis de ces risques de pénurie, ils tentent de dresser les gens les uns contre les autres en rejetant la responsabilité de la situation sur les salariés en grève ou en les assimilant carrément à des casseurs, alors qu'il lui suffirait de retirer sa loi et d'agir en lieu et place dans le sens de la dignité au travail pour que la situation revienne immédiatement à la normale et que les gens reprennent le travail. De cette stratégie de tension permanente naissent des situations explosives, où la vie des gens est mise en danger. Le 23 mai, un gérant de station-service a ainsi été frappé par un automobiliste en colère en possession d'une batte de baseball. Un fait divers qui aurait pu tourner au drame. Sans compter plus généralement ce qu'il peut y avoir d'indécent à rejeter la responsabilité d'une situation de crise que l'on a soi-même créée sur de simples travailleurs, d'honnêtes gens qui au quotidien font tourner le pays et qui refusent aujourd'hui de voir leur vie se dégrader du fait d'un gouvernement irresponsable, incapable d'appréhender leur réalité et décidé à faire passer une loi née de directives européennes avant la cohésion nationale. Au risque de se répéter, on peut se dire que décidément, on vaut mieux que ça. Si la stratégie de tension générée par le gouvernement provoque le blocage du pays, elle produit également un deuxième effet. En répondant systématiquement aux protestations par la violence, le gouvernement provoque un certain désamour de certains Français envers les forces de police, instrumentalisées pour briser la contestation et détournées de sa mission première de protection des citoyens. La police pour les voleurs, la pour les travailleurs. Un désamour tout relatif, certes, puisque 8 Français sur 10 gardent une image positive de leur police. Mais au sein des cortèges protestant contre la loi travail, force est d'avouer que le sentiment quasi unanime qui s'était forgé au lendemain des attentats du 13 novembre dernier s'évapore au gré des matraquages et gazages décidés en haut lieu. Au point que le 18 mai dernier était organisé, à l'appel de plusieurs syndicats de police, un rassemblement parisien contre la haine anti-flic. Un rassemblement ayant suscité son lot de controverses, mais répondant malgré tout à un ressenti réellement présent au sein de la police nationale. Dans leur mot d'ordre Stop à la haine anti-flic, on trouve ça contre-productif, ça augmente les tensions. Après, on était content sur une chose, c'est qu'on dénonce depuis plusieurs mois que ce sont nos donneurs d'ordre qui font que les manifestations dérapent, qui fait qu'il y a des blessés chez les manifestants, chez les policiers et chez les riverains, et ils ont pris ça il y a quelques jours.
Donc on est content, donc on leur a dit bravo, il était temps d'ouvrir les yeux. Car au sujet des policiers, je me dis qu'il faut quand même pas mal de dévotion pour se jeter dans un métier où le risque de se suicider est de 25% plus élevé. Un métier où après le concours, on vous envoie loin de chez vous pour entendre à longueur de journée. Et à part foutre des PV pour faire chier les gens, vous servez à quoi en fait les flics? Et moi je me disais mais bon sang, ayons quand même le recul de voir que chez les flics comme chez les manifestants, les casseurs de mâchoires sont une minorité trop étalée. Et que pour la majorité invisible des bons manifestants et des bons flics, on ne peut que se dire mais quelle tristesse. Une police déjà fortement frappée par des politiques de compression budgétaire, touchant en priorité des policiers de base prenant de plus en plus de risques sur le terrain, faute de matériel de protection adapté. Moi je suis allé au procès de mon collègue qui a donné le coup de poing au lycée Bergson. Voilà, j'étais au tribunal la semaine dernière. Pas pour voir si la justice fait son travail et fera ce qu'il fait. Chacun est responsable de son propre fait. Par contre, moi j'étais venu pour savoir si les donneurs d'ordre seraient à la barre. Parce que notre collègue, en fait, il n'a pas de formation de maintien de l'ordre. Il était habillé comme un CRS, il avait 26 ans, il est dans une situation de stress pour laquelle il n'était pas formé. Donc ça n'excuse pas son geste et ça, il sera jugé. Par contre, le donneur d'ordre qu'il a utilisé pour le mettre là, il va le refaire sur un autre de nos collègues, qu'il enverra au pâture au tribunal. Et lui, il va pouvoir continuer à utiliser les policiers. Il y aura des blessés chez les manifestants, des blessés chez les policiers. Et c'est inadmissible. Donc nous, on invite à porter plainte contre l'État qui donne des ordres inadmissibles. Et c'est là que le bas blesse. En amont du 18 mai, les policiers du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, majoritaires chez les gardiens de la paix, ont eu la surprise de se voir refuser la participation au rassemblement, contrairement à des syndicats moins importants en termes d'effectifs, mais davantage représentés dans les hautes sphères de la police. Car ce serait se tromper que de considérer la police comme un bloc homogène. Comme dans tout groupe fortement hiérarchisé, les intérêts de chacun ne sont pas les mêmes. Dans le cas présent, nombre de policiers de terrain reprochent aux derniers coups de pouce gouvernementaux de n'avoir profité qu'aux commissaires et non aux conditions d'exercice du travail des simples agents de la paix. Cette situation est dénoncée avec force par Unité SGP Police Force Ouvrière, ce qui, d'après le syndicat, explique le refus par la préfecture de police de le voir participer au rassemblement. Sauf que, quelle surprise de voir que pour parler du mal-être des policiers, nous recevons ce matin un syndicat de commissaires. Un commissaire pour parler du malheur des policiers, je me dis... C'est comme si on invite un ministre pour parler du malheur des Français. Vous allez dire, mais Nicole, c'est exactement ce qu'on fait. Oui, bon, c'est un peu des fois le problème. En résumé, s'il était dans l'intérêt du pouvoir en place de laisser quelques policiers se rassembler, à peine 1000 selon la police, il était hors de question pour lui de les laisser massivement dénoncer des conditions de travail indignes. Mieux valait mettre en scène une prétendue haine anti-flic de la part des opposants à la loi travail, quitte à générer des tensions avec quelques personnes violentes et à mettre des policiers en danger, alors même que l'immense majorité des manifestants ne détestent pas la police, mais bien les politiques qui lui donnent des ordres depuis leur bureau ministériel. Quitte également à empêcher tout échange entre les policiers présents et les autres citoyens. Non, absolument pas. Nous, c'est pas contre la police qu'on a des problèmes, c'est contre les ordres des politiques qui sont derrière. C'est tout le système qui est mis en place derrière et qui essaye de perdurer, alors qu'il doit évoluer si on veut faire... Si on veut pouvoir survivre, si le système doit pouvoir continuer, il faut le faire évoluer. Et c'est pas en maintenant les flics tout seuls place de la République et en nous empêchant de discuter avec eux que ça va améliorer les choses au final. Tout en permettant à d'autres politiciens supposés dans l'opposition de venir s'offrir de la publicité à peu de frais, quand bien même ceux-ci ne réclament que davantage de répression policière, avec pour seule conséquence possible de dégrader encore par ricochet l'image de la police. Une manœuvre qui n'aura donc eu pour effet que de tendre un peu plus la situation et d'amener le pays un peu plus près du chaos, là où l'apaisement passerait par une véritable écoute des attentes des Français. Mais peut-être ne faut-il plus compter sur la classe politique pour cela. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Le gouvernement prévoit d'annuler 256 millions d'euros du budget de la recherche et de l'enseignement supérieur, soit l'équivalent d'une journée d'évasion fiscale. De nombreux chercheurs, dont 7 prix Nobel, ont dénoncé un suicide scientifique et industriel, une décision qui risque d'avoir des conséquences très lourdes à long terme. Mais le long terme, visiblement, ce n'est pas ce dont se soucient nos dirigeants. Léa Seydoux a récemment déclaré dans une interview qu'elle était passée par l'école de la vie. Peut-être est-il bon de rappeler cependant que la vie de Léa Seydoux, petite fille du président de la société de production Pathé, petite nièce du président du conseil de surveillance de Gaumont, appartenant à la 69e famille la plus riche de France, n'a pas grand-chose à voir avec la vie de la majorité des gens. L'école de la vie de Léa Seydoux, c'était sans doute une école privée.
Les Misérables version 2016, un jeune de 18 ans a été condamné à 2 mois de prison ferme, accusé d'avoir volé dans une maison des pâtes, du riz et une boîte de sardines parce qu'il avait faim, alors que la victime n'avait même pas porté plainte. Cette décision du tribunal, à l'heure où les affaires de fraude fiscale se succèdent sans que les fraudeurs ne soient vraiment inquiétés, nous montre bien que la justice n'est pas la même pour tous. C'est l'histoire d'un PDG qui se vante d'être le seul socialiste du CAC 40, qui peste contre les augmentations indécentes des grands patrons, et puis qui augmente son propre salaire de 18%, recevant ainsi 4,8 millions d'euros annuels. C'est Paul Hermelin, PDG de Capgemini et proche de François Hollande. Merci Polo. Parlons maintenant cinéma. Dimanche dernier, le jury du Festival de Cannes accordait sa palme d'or à Moi, Daniel Blake, le dernier film du cinéaste anglais Ken Loach. Ce film raconte le parcours de Daniel, un menuisier contraint de cesser son activité du fait de graves problèmes cardiaques. Mais il se retrouve aux prises avec une administration prise dans des logiques absurdes et inhumaines qui l'estime apte au travail contre l'avis de son médecin et va le contraindre à mettre sa vie en danger. It's really important we get this filled in because we need to get the process started. Excuse me, Anne. Can I have a word, please? Could you just give me 30 seconds, please? We're just Well, getting actually, can I have a word now in my office, thank you? Right. Jesus, I'm got into trouble now. I'm really sorry. It's me that should be sorry. You just carry on, you're doing good. Pour réaliser son film, Ken Loach s'est appuyé sur les témoignages de nombreux citoyens anglais et en a tiré une critique des ravages causés par l'idéologie en vigueur dans son pays et basée sur une réalité quotidienne très éloignée du discours des soi-disant experts. His benefits were cut off because he couldn't keep his appointment at the job centre, because he took his wife to hospital because she was having a baby. He was with his wife in hospital having a baby, his income was stopped. So a man went to his father's funeral. He told him he was going to his father's funeral, money stopped. I mean, there are so many stories, it goes on and on and on. People who work in the benefits offices, the workers there, are given notes to deal with suicidal claimants. I mean, they expect people to be suicidal. You know, what kind of government do we have that has a policy that they know is pushing people to suicide? They know it's making their health worse. And they're doing this to hundreds of thousands of people, not just a handful. Et alors que certains critiques parisiens n'hésitent pas à accuser Ken Loach de caricature, son film reflète au contraire parfaitement la réalité de la société britannique d'aujourd'hui. Les chiffres très bas du chômage, constamment avancés, tiennent ainsi à un système de calcul faussé, ne prenant par exemple pas en compte les personnes handicapées ou malades, mais considérées comme aptes au travail par le gouvernement, ni les personnes forcées à faire du bénévolat obligatoire 30 heures par semaine pour un RSA de 250 € par mois dans des supermarchés subventionnés pour l'occasion. Les chiffres du chômage ne prennent pas non plus en compte la généralisation des contrats 0 heure, des contrats de travail ultra flexibles où le salarié se tient en permanence à la disposition d'une entreprise qui n'a aucune obligation de fournir du travail ni de garantir un salaire. Mais le principal problème de la Grande-Bretagne demeure une pauvreté généralisée touchant également les gens qui ont un emploi. Ainsi, plus d'1 million de personnes ont dû avoir recours à des banques alimentaires pour pouvoir se nourrir en 2015. La privatisation du système de santé en 2013, démantelée et vendue à différentes compagnies privées, souvent proches des ministres et parlementaires qui ont poussé pour faire passer la loi, a également accentué les inégalités. La réduction drastique de personnel dans les hôpitaux produit de nombreux cas de surmenage et la fin du remboursement de médicaments entraîne des drames. On pense notamment au cas, parmi d'autres, de cette diabétique de 25 ans, mort de n'avoir pas reçu sa dose d'insuline. Telle est la réalité derrière le soi-disant modèle britannique qui fait rêver nos experts et inspire nos politiques. En réaction à la Palme d'Or de Ken Loach, le ministre des Finances, Michel Sapin, a cru bon de déclarer qu'un film n'était pas la réalité. On fait avec le réel et non pas juste simplement avec ses rêves. Nous ne sommes pas dans un film lorsqu'on fait de la politique. Visiblement, la réalité décrite dans Moi, Daniel Blake est beaucoup plus réelle pour les Anglais que la réalité dans laquelle évolue Michel Sapin. Un autre monde, c'est possible, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.